Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 15e numéro du magazine de la FDV. Bonjour Gérald, bonjour à tous et découvrons ensemble les titres du numéro de ce mois. Au sommaire, nous découvrons tout d'abord un adage, la locution Amicus Curiae. Vous découvrirez ensuite quels sont les titres développés ce mois dans la gazette de la FDV, puis l'histoire de l'un des grands arrêts du droit administratif, et enfin, après un extrait de l'interview juridique du mois, nous vous proposerons un reportage sur la seconde FDV, le lancement de la faculté de droit virtuel dans l'univers de Second Life. Tout de suite, l'adage du mois, la locution Amicus Curiae. Amicus Curiae. Ami de la cour. L'amicus curiae n'est ni un témoin ni un expert, mais une personnalité spécialiste de son domaine, sollicitée par la juridiction afin de faire connaître son opinion sur le problème débattu. Concernant les titres d'actualité de ce mois-ci, je tiens simplement à rappeler à nos téléspectateurs et internautes qu'ils peuvent retrouver la version complète de la Gazette sur le site de la Faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Alors aujourd'hui, je vais développer 2 points, l'actualité jurisprudentielle d'une part et l'actualité législative d'autre part, comme habituellement. Alors, première actualité, elle concerne la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu donc un arrêt le 3 novembre 2009 et qui a rappelé le devoir de laïcité qui s'impose aux États démocratiques et à l'Italie en particulier, puisque les arguments du gouvernement italien, selon lequel le message de la croix en tant que symbole serait un message humaniste pouvant être lu de manière indépendante de sa dimension religieuse, n'a pas convaincu les juges de Strasbourg. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 4 juin 2009, illustre la difficulté à déterminer les titulaires d'une action, en particulier dans le cadre du droit des régimes matrimoniaux où s'imbriquent, il est vrai, les intérêts de l'un et ou l'autre époux et les intérêts des tiers. Alors, l'arrêt affirme, je cite, qu'il résulte de l'article 1444 du Code civil que l'action en nullité de la séparation de biens judiciaires est ouverte à chacun des époux, qu'elle est ouverte à l'époux qui a sollicité une telle mesure si le dépassement des délais ne lui est pas exclusivement imputable. Concernant la responsabilité civile d'un syndic de copropriété, la troisième chambre civile de la Cour de cassation également, par un arrêt du 21 octobre 2009, a rappelé que la responsabilité civile du syndic de copropriété pour faute peut être retenue. Le syndic devant agir dans le respect de l'intérêt des mandants, il doit le protéger de tout risque connu. Il lui appartient dès lors de mettre en œuvre ses prérogatives en suivant l'interprétation la plus prudente au regard des intérêts du syndicat. Les silences de la Cour constitutionnelle ne valent pas acceptation. Le 7 octobre 2009, le juge constitutionnel italien a déclaré que la loi de juillet 2009, Lodo Alfano, qui visait à empêcher tout procès pénal à l'encontre des titulaires de hautes fonctions de l'État, est inconstitutionnelle. Pour Silvio Berlusconi, il s'agit là d'une décision politique, alors que, se basant sur le précédent de 2004, le législateur pensait avoir évité les vices d'inconstitutionnalité. En matière d'actualité législative maintenant, la loi numéro 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des PME, 2 points seront développés suite à cette loi. D'une part, le prolongement des mesures qui visent à accompagner les entreprises face à la crise, parce que suite à la crise financière effectivement de 2008, le but du législateur est d'instaurer une plus grande transparence entre les PME, petites et moyennes entreprises, et les établissements de crédit, notamment par une meilleure traçabilité des modes de financement, tant pour les banques que pour les entreprises d'assurance. Deuxième point ayant trait également à cette loi, de nouveaux assouplissements ont été apportés aux sociétés unipersonnelles. Il est vrai que cette loi poursuit la tendance de simplification en matière de sociétés unipersonnelles, donc c'est intéressant là aussi d'aller voir sur le site pour avoir plus d'informations. Une réforme controversée sur les juridictions financières, vers un audit des politiques publiques, objet de vive controverse, le dépôt du projet de loi relatif à la réforme des juridictions financières met en œuvre l'article 47.2 de la Constitution, tel qu'il a été prévu par la réforme constitutionnelle de juillet 2008. Et enfin, déjà à peine né, le Code du cinéma et de l'image animée est modifié par une ordonnance, l'ordonnance 2009-1358 du 5 novembre 2009, avec l'objectif, c'est vrai, plusieurs fois annoncé, de préserver la diversité de l'offre cinématographique et d'assurer la plus grande diffusion des œuvres. La nouvelle ordonnance relative au Code du cinéma et de l'image animée prend diverses dispositions qui concernent aussi bien les formules d'accès au cinéma que les missions du médiateur du cinéma.
Alors, peut-être un dernier point qui mérite d'être soulevé, qui est rattaché également au mois d'octobre, eh bien, concerne les déficits publics des États membres de l'Union européenne. Eh bien, ce n'est pas 20 sur 20, mais c'est 20 sur 27. Effectivement, 20 des États membres de l'Union européenne eh bien, se sont vus enclencher une procédure pour déficit excessif de la Commission européenne, ce qui fait effectivement un certain nombre d'États maintenant. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque. Voici pour les informations que nous pouvions développer ce mois et je vous propose eh bien, de retrouver maintenant le grand arrêt du mois en compagnie de Gérald. Rappelez-vous, nous sommes au début des années 90, plus particulièrement en 1991. Monsieur Wackenheim a du mal à trouver du travail, sans doute parce qu'il est nain. Mais cette particularité lui a permis, enfin, de se faire embaucher par la société Fun Production. Il gagne désormais sa vie en se faisant lancer, tel un projectile, par des personnes, des spectateurs, qui espèrent tout effectuer le meilleur lancer de nains. Véritable attraction du Nord, comme le sont les corridas dans le Sud, le lancer de nains ne fait pas l'unanimité. Et c'est justement ce qui va conduire à l'arrêt du Conseil d'État, commune de Morsan-sur-Orge. M. Wackenheim est fier de son travail. Régulièrement, il se produit. Et justement, il est prévu qu'il se rende le 25 octobre à l'Embrassy Club. L'Embrassy Club, c'est une discothèque située à Morsan-sur-Orge, une commune située à 21 km au sud de Paris, dans le département de l'Essonne. Mais surtout, l'Embrassy Club se trouve sur la route de Corbeil. Elle est assez fréquentée. M. Wackenheim est donc heureux à l'idée d'avoir du public, de se faire acclamer. Le grand jour est arrivé. M. Wackenheim se prépare, sa combinaison, son casque, lorsque le téléphone sonne. Sa société vient de lui apprendre qu'il ne travaillera pas ce soir. En effet, Geneviève Rodriguez, la maire de la commune de Morsan-sur-Orge, vient de prendre un arrêté pour interdire le spectacle de lancer de nains. Le nain évincé et sa société saisissent immédiatement le tribunal administratif de Versailles qui fait droit à leur requête et annule l'arrêté. Mais le Conseil d'État prend une position contraire dans son arrêt du 27 octobre 1995. Il estime en effet qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public, que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public, que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Or, pour le Conseil d'État, le lancer de nains est une attraction qui porte atteinte à la dignité humaine. Depuis ce jour, le lancer de nains connaît encore des adeptes, mais ce qui a changé est que la dignité humaine est une composante de l'ordre public. Intéressant, non? Alors Céline, ce mois vous avez évoqué la question très débattue du traité de Lisbonne en compagnie du professeur Soldatos. Oui, alors c'est vrai, il nous a semblé intéressant de développer ce point d'actualité qui a notamment fait l'objet alors à l'université Jean-Moulin Lyon 3 d'une conférence organisée par le Centre d'études européennes. Eh bien, nous regardons immédiatement un court extrait. Vous vous référez à des questions aussi qui sont plus sociales, de rassurer les citoyens que l'Europe garde toujours à côté de ses marchés libres, ouverture des marchés, quelque chose de différent d'une globalisation, c'est-à-dire garde toujours une protection d'un filet social. Et il y a eu des reproches lors du débat référendaire sur le traité constitutionnel, où on a trouvé que l'Europe n'allait pas assez loin dans le domaine de la protection sociale et qu'une rationalisation du milieu du travail pour des raisons économiques pourrait enlever un certain nombre d'acquis. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle des pays comme la Grande-Bretagne, il y a la Grande-Bretagne, la Pologne, la République tchèque, ultimement, qui ont obtenu une dérogation par rapport à la Charte des droits fondamentaux.
En conclusion de ce magazine, nous vous proposons un reportage sur la seconde FDV. En effet, la faculté de droit virtuel, plateforme pédagogique de la faculté de droit de Lyon, vient de créer un espace dans l'univers de Second Life. Eh bien oui, après ses collègues américaines de Stanford et de Harvard, eh bien la faculté de Lyon vous propose désormais des activités pédagogiques dans cet univers en 3D et vous pourrez même retrouver nos bâtiments de l'université sur l'espace Second Life. Nous nous trouvons ici dans l'espace développé par la faculté de droit virtuel au sein de Second Life. Cet espace a une vocation à la fois pédagogique et de développement d'activités de e-learning. Nous vous proposons de suivre l'avatar de la faculté de droit virtuel pour découvrir les différents environnements qui ont été mis en place. Nous nous trouvons ici dans un espace d'accueil. Ce type d'espace permet la diffusion d'informations à travers des bornes d'information ou encore des panneaux vidéo. L'espace total développé par la faculté de droit virtuel aura dans un second temps une taille environ 6 fois supérieure à l'espace actuellement développé grâce au soutien du Conseil général du Rhône. En face de cet espace d'accueil, un premier bâtiment a été disposé. Ce bâtiment permet la diffusion de ressources pédagogiques. Ces ressources pédagogiques sont des fiches pédagogiques actuellement en ligne sur le site de la faculté de droit virtuel. Ces fiches se présentent sous forme de tableaux noirs qui créent un contraste avec l'environnement assez moderne de Second Life. Il suffit à l'apprenant de cliquer sur le tableau noir et de pouvoir ainsi accéder très facilement aux ressources en les sélectionnant avec la fenêtre qui s'est ouverte. Ceci permet donc de renouveler l'accès à des ressources pédagogiques qui sont des ressources libres de droit et que toute personne peut donc venir ici découvrir de manière très facile. Il s'agit ici d'un aspect de développement de ressources et de diffusion de celles-ci. On retrouve également au centre de l'espace public Second Life ce panneau, lequel permet la diffusion d'informations comme on pourrait trouver des panneaux d'information dans les rues d'une ville. Il s'agit ici de la diffusion d'une vidéo de présentation de la faculté de droit virtuel de Lyon. L'autre objet des développements de la faculté de droit virtuel dans Second Life est de permettre de procéder à des développements de e-learning. Pour cela, il est possible d'utiliser des parcours pédagogiques. L'environnement Second Life est particulièrement intéressant car il peut être développé en lien avec la plateforme pédagogique Moodle, la plateforme pédagogique Moodle qui est la plateforme utilisée par la faculté de droit virtuel. Nous nous présentons ici à l'entrée d'un parcours pédagogique. Vous le voyez, nous sommes dans une zone authentifiée. Par conséquent, l'avatar de l'apprenant qui se présentera devra préalablement être connecté à la plateforme pédagogique de la faculté de droit pour accéder ensuite et pour donc pouvoir ouvrir les portes de la salle qui lui permet d'accéder ici à un parcours pédagogique. Ce parcours pédagogique permet la diffusion de différentes ressources et la mise en place d'activités collaboratives qui peuvent se réaliser soit dans l'environnement Second Life, soit sur la plateforme pédagogique de la faculté de droit. Il est donc particulièrement intéressant de pouvoir interagir dans les deux environnements d'apprentissage et ainsi l'environnement Second Life devient un outil pédagogique parmi les autres outils utilisés au sein de la plateforme pédagogique, la faculté de droit virtuel. Autre aspect des développements de e-learning de cet outil qu'est Second Life, il s'agit de la construction de différents bâtiments et tout d'abord de bâtiments de salles de travaux dirigées. On reconstitue ici complètement la réalité. Nous arrivons ici dans une salle qui correspond globalement à la taille d'une salle classique de travaux dirigés. Il est donc possible ici de tenir un cours face à des apprenants qui pourront se rendre au moment convenu à l'heure d'un cours à cet endroit. Et l'enseignant dispose d'un tableau numérique
ce qui va lui permettre de diffuser, comme il le ferait dans un cours classique, un diaporama, et il pourra donc ainsi, dans des conditions qu'il connaît et qui recréent complètement les conditions habituelles d'enseignement, eh bien, développer un enseignement. Enfin, autre bâtiment qui a pu être développé par la faculté de droit virtuel, il s'agit d'un amphithéâtre. En effet, il est intéressant de pouvoir accueillir des groupes d'une plus grande ampleur dans l'environnement Second Life. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'utiliser uniquement cet outil, mais simplement nous rappelons qu'il s'agit d'un outil pédagogique parmi d'autres outils permettant de faire du e-learning. Nous nous trouvons donc ici au cœur de l'amphithéâtre, ce qui permet d'envisager là encore des rencontres avec des apprenants. Ceci est particulièrement intéressant car dans le cadre de formation à distance, eh bien, l'un des reproches les plus couramment et l'une des critiques premièrement énoncées par les apprenants est souvent l'isolement. En effet, l'apprenant qui étudie uniquement par l'intermédiaire d'une plateforme pédagogique se trouve souvent isolé et largement démotivé. Il est donc possible d'envisager des sessions de formation, là encore, grâce à cet amphithéâtre, ce qui permet des rencontres ponctuelles entre l'équipe enseignante et les apprenants. Il est là encore possible de diffuser un support de cours en même temps que l'enseignant pourra communiquer verbalement avec les autres avatars présents dans l'amphithéâtre. Chacun des apprenants pourra recentrer sa vision sur le panneau de cours, ce qui lui permettra de suivre parfaitement l'enseignement qui est diffusé. Et enfin, est mis à disposition à la sortie de cet amphithéâtre des bornes, ce qui pourra permettre à l'apprenant, en sortant, de télécharger le support de cours qui veut être diffusé par l'enseignant. Il est donc possible également pour vous de vous rendre dans cet amphithéâtre et de télécharger un support de présentation de la faculté de droit virtuel. Voilà donc un petit peu quels sont les développements de la faculté de droit virtuel dans Second Life. Nous restons à votre disposition pour toute question. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons désormais rendez-vous en 2010. Et oui, pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.